On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est pas tous les jours qu'une entreprise de la région célèbre son 100e anniversaire. On en est à la 4e génération. Je parle ici de Bessette Assurance. On y revient dans quelques instants. Mais d'abord, politique municipale à Chambly. Alexandra Labbé avait été élue dans une partielle, réélue quand même assez facilement. Avec un nouveau conseil, elle célèbre ses 100 jours de pouvoir. On approche les 100 jours à la suite de l'élection municipale de l'automne dernier, un peu partout au Québec et notamment à Chambly, avec la mairesse réélue Alexandra Labbé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, là, on débute un vrai mandat parce que vous êtes arrivé en cours de route dans une élection partielle. La ville était en tutelle. Bon, tout ça est derrière nous maintenant. En quoi le nouveau conseil, le nouveau contexte d'une élection, de démarrer un mandat, en quoi ça change la donne pour le travail de la mairesse? Ah, mais je dirais que le gros changement qui s'opère, c'est qu'il faut vraiment que je tombe moins en mode urgence, en mode de rapidité, en mode exécution. Là, on est plus en mode planification, on est plus en mode marathon. Je pense qu'à 4 ans, il ne va pas falloir se bousculer dans les premiers 1000. Fait que je pense qu'on est vraiment à prendre tranquillement, là, à bien planifier, à travailler aussi, à bien s'apprivoiser. Il y a beaucoup de nouveaux membres au conseil, des gens qui ont peu d'expérience en politique. Fait qu'on est en train de se faire les dents puis de prévoir un 4 ans. Là. Est-ce que ça amène donc moins de distraction? Parce qu'avant ça, c'est la tutelle, puis c'est une élection partielle, il y a un contexte d'urgence, il y a la COVID en plus. Est-ce qu'il y a moins de distraction maintenant? Bien, je ne sais pas si j'appellerais ça des distractions, mais c'est sûr qu'il y a moins de défis sur la table. Là. On s'entend qu'il y avait beaucoup d'embûches avant d'arriver à un fonctionnement normal là, à la municipalité de Chambly quand je suis rentrée oui. Il y a 2 ans et demi, 3 ans. Là, c'est sûr qu'on est plus dans un contexte plus habituel. Ça permet un peu plus de confort, oui. Ça me permet aussi d'envisager un petit peu plus de représentation régionale. Donc, on a envie de déployer les ailes de Chambly, d'être capable d'être présent à de nouvelles tables. Je suis nouvellement élue sur le conseil d'administration d'Exo. Oui. Ça s'est fait la semaine dernière. Fait que tranquillement, on prend un peu plus de plus grandes bouchées régionalement, je dirais. Bon, quand vous regardez le début du mandat, vous regardez vos collègues qui sont conseillers et conseillères, avez-vous fait le tour un peu des engagements de tous et chacun? Est-ce que vous avez demandé aux élus municipaux de faire un top 3, je ne sais pas, de leurs priorités prioritaires dans leur quartier? Parce qu'évidemment, il y a des attentes, mais l'argent est toujours malheureusement limité. Bref, quel est le topo avec lequel vous travaillez en ce moment pour établir les priorités de l'année et du mandat? Bien, je vous dirais qu'au niveau budgétaire, quand on arrive comme ça en novembre, là, il y a quand même déjà un gros travail qui a été fait au niveau administratif. Donc, c'est sûr qu'on embarque un peu dans un train déjà en marche. On avait, par exemple, prévu de laisser certaines enveloppes un peu plus flexibles là, au niveau des investissements en termes de loisirs, en termes de parcs, de certaines infrastructures où on s'est donné cette latitude-là, donc on pourra planifier au cours de l'année. Je pense qu'on l'a plus vu comme ça pour ne pas mettre la pression sur des nouveaux élus puis leur dire tout de suite, là, bien, tu viens d'être entré en poste, bien, nomme tes priorités. Donc, je pense qu'en mi-année, on va prendre le temps de recentrer ces priorités-là, de prendre le temps de prendre le pouls aussi, de voir si on va à la bonne vitesse pour ce nouveau conseil-là, puis où est-ce qu'on s'en va pour la suite. Bon. Concernant le plan triennal d'immobilisation, comment vous le gérez à Chambly? Est-ce que vous le votez en même temps que le budget à l'automne ou si vous le séparez au printemps? Est-ce que vous l'établissez autrement? Est-ce que vous le modifiez, l'actualisez? On n'a pas bougé ce qui était en place, donc on l'adopte avec le budget. Mais oui, c'est quelque chose qu'on regarde pour l'adopter en 2 phases, puis l'avoir plutôt au printemps. Je pense qu'on serait plus confortable aussi dans ce genre de perspective-là, mais c'est une transition qu'on est en train d'opérer. Bon. Est-ce qu'on arrive aussi à faire la distinction entre les priorités grande ville et les priorités de quartier? Je m'explique. Il y a une enveloppe, entre autres le PTI, l'enveloppe. Puis là, bien évidemment, chaque conseiller veut son petit morceau, évidemment, pour sa priorité de quartier, mais il y a parfois des enjeux grande ville où le premier magistrat doit mettre un peu de son poids, de son leadership pour dire, écoutez, là, je comprends que vous avez telle priorité dans votre quartier, mais ça, j'y tiens, c'est un projet grande ville, ça touche tout le monde, puis tout le monde paie. Est-ce que ça, il y a un équilibre entre les projets grande ville et les priorités de quartier? Bien, je vous dirais qu'on a travaillé très fort, puis je trouve que ça paraît énormément dans ce budget-là qu'on vient de déposer, peut-être moins dans les années précédentes où on était, en fait, j'étais en train d'atterrir, en train d'arriver. On a vraiment changé la dynamique où on n'est pas dans la coupure budgétaire, où on n'essaie pas de couper chacune des dépenses possibles pour arriver à un budget avec moins de dépenses et donc qui nous économise au niveau des revenus. On est vraiment dans une tangente où on essaie d'accroître les revenus de Chambly puis on essaie de trouver des nouvelles façons de financer nos projets. Donc, ce qui fait qu'on peut être assez ambitieux sur plusieurs projets. On a un PTI là, cette année qui est
à peu près le double d'une année régulière, mais qu'on réussit à aller chercher là, au niveau des subventions, à presque totalement subventionner les grands projets. Donc, on est plus dans ces recherches de subventions-là, puis en fait, à être prêt à saisir les opportunités. Donc, des fois, on va repousser peut-être un projet d'une année, on va en prioriser un autre cette année parce qu'on sait que les enveloppes budgétaires sont disponibles là, pour les subventionner. Donc, ce qui fait qu'on est capable de réaliser des choses sans pénaliser peut-être les projets plus sporadiques ou les projets de quartier où là, il y a des priorités des fois ou des urgences. Fait que c'est un peu comme ça qu'on essaie de le travailler. Donc, accroître nos revenus plutôt que diminuer nos dépenses. On essaie d'être ambitieux. Bon, et quand on dit accroître les revenus de Chambly, est-ce que ça passe par plus de maisons, de taxes résidentielles, ou c'est plus d'industrie ou de commerce, donc la taxe d'affaires? Bien, en fait, il va falloir être inventif. Hein. On est arrivé à 95 de notre développement, de notre périmètre urbain. Donc, c'est sûr que pour nous, hein, ça peut plus être du dézonage, donc de l'agrandissement de notre parc immobilier. Donc, on parle de redéveloppement, mais on parle aussi de travailler, là, on est sur le point d'adopter un règlement de redevance sur les projets immobiliers. Donc, on est en train d'essayer de trouver de nouvelles sources de revenus. Puis je pense que c'est un peu partout le cas là, au Québec. On doit se réinventer à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on se doit de reclassifier certains secteurs, certains bâtiments qui pourraient nécessiter des rénovations ou des agrandissements, comme on n'a plus vraiment de terrain pour développer, pour aller chercher plus de richesses? Est-ce qu'on peut bonifier peut-être la rénovation de certains bâtiments en changeant les règlements de zonage? Bien oui, tout à fait. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir notre territoire. C'est sûr qu'on a une ville qui s'est développée parfois autour de certains pôles industriels qui, finalement, sont maintenant terriblement mal situés. On a perdu un chemin de fer qu'on a maintenant transformé en piste cyclable. Donc, est-ce que ça peut servir à peut-être un développement urbain qui, lui, sera mieux intégré en termes de mobilité active? Donc, oui, il faut penser notre territoire avec les nouveaux défis d'aujourd'hui. Donc, avec l'héritage qu'on a, bien, on peut en faire de nouveaux usages. Oui, tout à fait. C'est exactement dans ce genre d'esprit-là qu'on s'inscrit. Là. Donc, pour vous, quelles sont les priorités en 2022? Là? Quels sont les projets là, sur lesquels vous allez miser de l'énergie dans les prochains mois? Bien, je pense que l'ensemble du Conseil est vraiment allumé là, sur l'urgence climatique. Là, je pense que c'est quelque chose qui s'est constaté à l'échelle provinciale, mais qui a beaucoup d'impact au niveau municipal. On est dans les premiers acteurs qui vont pouvoir jouer un rôle important. Ça, je pense qu'on l'a bien senti aussi au budget, donc on est prêt à mettre les bouchées doubles. Je pense qu'on va vouloir faire les investissements nécessaires. C'est sûr qu'on a un beau plan directeur de parc espace vert qui est sur le point d'être déposé. Donc, je pense qu'il y a des investissements importants aussi en loisirs, en termes là, d'aménagement sportif qui s'en viennent. Donc, une belle planification à faire de ce côté-là. On a des projets participatifs qui vont prendre forme cette année. Fait que je pense que c'est des priorités surtout qui aboutissent, ceux-là. Donc, le site de la Maison Boileau, qui va enfin trouver, bien, on parlait de nouveaux usages, donc ça va devenir un site public très, très intéressant, je pense, pour la communauté. On a plusieurs beaux projets aussi au niveau administratif, un centre communautaire sur lequel on commence à travailler, donc on veut réaliser dans les prochaines années. Beaucoup de pain sur la planche. Avez-vous l'intention de revenir avec la fameuse bennette là, qui borde le Richelieu et le pont de la 112? Est-ce que les promoteurs veulent aller de l'avant? Est-ce qu'ils veulent changer leur projet? Est-ce qu'il y a une ouverture de votre côté pour réactiver ce dossier-là? Bien, ce qu'il faut comprendre au niveau du site de la Bennette, c'est qu'au niveau du zonage, hein, tout le projet était conforme. C'est vraiment un projet qui a achoppé au niveau de la démolition. Donc, c'est pas à la ville, en fait, d'ouvrir ou de ne pas ouvrir une porte. Là, c'est vraiment plutôt au promoteur de voir s'il revenait avec une demande en bonne et due forme. Et je peux vous confirmer que c'est fait. Donc, il y a eu une réunion de réception des documents là, au niveau du comité de démolition. Donc, la démarche s'entreprend, mais c'est sûr qu'il y a énormément d'étapes. C'est pas pour le même projet qu'on avait à peu près? Bien, c'est ce qu'on va devoir voir avec eux. C'est ce qu'on va travailler là, dans les prochains mois. Donc, voir si c'est le même projet intégral, s'il y a des modifications. Donc, Sentez-vous qu'avec le nouveau conseil municipal actuel, les nouveaux membres, sentez-vous qu'il y aura une plus grande ouverture à aller de l'avant? Bien, je pense qu'en fait, il y a eu, au niveau de la campagne électorale, je pense qu'il y a eu des prises de position d'à peu près tous les membres du conseil. Je pense que ça a été un des enjeux de la campagne. Je pense que tout le monde autour de la table sait qu'il n'y aura pas il n'y a pas d'énorme voie de développement pour Chambly quand on parle de 95 déjà développé. Donc, je pense qu'on a des élus plus conscients du redéveloppement, du fait qu'un projet ne peut pas avoir un impact zéro, mais qu'on veut travailler sur des impacts positifs puis qu'on veut s'assurer que ces projets-là redonnent le plus possible à notre communauté.
Donc, je pense que oui, il y a une belle ouverture de ce côté-là pour le conseil. On parlait tantôt de mobilité. Vous faites référence au fait que vous siégez maintenant sur Exo. Oui. Évidemment, vous avez un parc actuellement pour le stationnement incitatif. On sait qu'un jour, il y aura un REM qui devrait finir par être en opération. Comment vous voyez l'avenir de ça, la mobilité, principalement des gens de Chambly qui transitent et qui vont vers Montréal? Bien, en fait, on a, nous, une belle refonte qui s'en vient. Donc, c'est sûr que Chambly, ce qu'on attend, en fait, dès la mise en service du REM, il y a toute une refonte de notre service qui va se faire puis qui va s'arrimer autour de ça. Donc, ça va se passer. Bien, en fait, j'aimerais vous donner la date, je ne l'ai pas encore, là. Ça se passe imminemment, puis on a travaillé très fort là-dessus. Donc, on a plein de belles choses qui s'en viennent pour Chambly. Desserte de notre parc industriel, ça fait plus de 10 ans que c'est demandé. Donc, ça va être vraiment un bel ajout. On a des ajouts de dessert, des ajouts de fréquences. Donc, des dessertes aussi plus près des portes des gens. En fait, on avait un service de navette qui nous amenait au stationnement incitatif. On va devoir couper dans ces correspondances-là. Donc, on va aller chercher les gens à la porte pour les amener directement au REM. Fait que je pense qu'il y a de beaux acquis qui s'en viennent dans cette refonte-là. Puis, on aura le loisir aussi d'ajuster là, en cours d'opérationnalisation. Dernière question. On est dans une année électorale ou provinciale. Est-ce que c'est le moment pour vous de dresser votre liste d'épicerie au député ministre Jean-François Roberge ou à tout autre candidat du comté de Chambly? Bien, moi, j'attends pas. On est en communication constante, donc c'est sûr qu'on adresse nos besoins au fur et à mesure. Mais oui, c'est sûr qu'on fait des demandes, puis on va regarder ça de près, ce qui s'en vient du côté des élections. Mais on est en constante communication. Est-ce que la 112 y figure? Ah, bien ça, elle a été demandé. Ouais. Bien, c'est sûr que tout ça a été demandé aussi avec ce qui s'est passé du côté du REM. T'sais, on veut que tout ça soit étudié, mais ça fait très longtemps aussi qu'il y a des études qui ont été déposées. Je pense que ça va être une question de planification avec la suite du développement, autant pour Chambly que pour Carignan, pour Richelieu. Donc, ça va être une concertation à faire aussi. On a une étude de circulation qui a été commandée, qui est en cours, qui devrait s'achever cette année. Ce sera d'autres aussi arguments là, pour avoir ces discussions-là avec le ministère. Alexandra Labbé, merci beaucoup. Bon mandat. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, est-ce que tu es allé chercher des biscuits soda là, pour la Macédoine? L'informateur Joannais se transforme en informateur olympique. William Julien est avec nous. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Une entreprise qui célèbre son 100e anniversaire de fondation, ça n'arrive pas tous les jours. C'est exceptionnel, d'autant que c'est la même famille qui opère maintenant après 1, 2, 3 et maintenant une 4e génération qui s'installe. C'est extrêmement rare au Québec et pourtant dans notre région, c'est le cas de Bessette Assurance et on en discute avec M. Bessette lui-même. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric. Comment une entreprise peut-elle aujourd'hui, en 2022, dire on célèbre notre 100e anniversaire, puis c'est encore la même famille qui l'opère? C'est assez difficile. C'est assez difficile. Je pense que les jeunes, en fait, ne restent pas nécessairement dans l'entreprise. Ils n'ont pas d'intérêt. De mon côté, j'étais chanceux. Il y a 2 de mes 3 enfants qui ont suivi, puis je suis bien fier de ça. Avant, moi... mon oncle n'avait pas d'enfant. Mon père avait un seul enfant. Ça
ça faisait comme un entonnoir. Là. Mais c'est rare que ça arrive. Qu'est-ce qu'on sait de la fondation même de l'entreprise en 1922? C'est mon grand-père Roméo qui a fondé l'entreprise, qui a commencé par de l'assurance vie, avant de l'assurance auto et maison, et rencontrait les clients à Saint-Grégoire, Mont-Saint-Grégoire, sur le parvis de l'église, puis il vendait de l'assurance de cette façon-là. Ça a bien changé depuis ce temps-là. Donc, l'assurance des personnes existait déjà à cette époque-là. Est-ce que c'était bien différent de ce qu'on a aujourd'hui comme assurance-vie typique, ou ça se ressemble même 100 ans plus tard? Oui, c'est la même chose, sauf que les montants d'assurance, avec un 0 ou 2 zéros de moins. Et qu'est-ce qui fait que lui s'était lancé en assurance? Ah, je peux pas vous dire. Je suis pas assez vieux. J'ai pas 100 ans encore. Fait que j'ai jamais su la raison de son attirance vers l'assurance. Est-ce qu'on sait pourquoi votre oncle et votre propre père se sont intéressés et ont décidé eux-mêmes de prendre la relève de Roméo? Gabriel a toujours été intéressé, puis mon père aussi. Gabriel, lui, au départ, il était comme mis à la ferme pour pas aller à la guerre de 39-45. Et ensuite, il est entré en 45 avec mon grand-père. Pour mon père, lui, il était toujours ce que j'ai su, c'est qu'il voulait aller en assurance. Il a commencé en 52. Quand même. Donc, vous l'avez dit tantôt, votre oncle n'avait pas d'enfant, votre père n'avait qu'un seul fils, vous-même, Jean-François. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a eu un questionnement à savoir si vous preniez ou non la relève de cette entreprise-là? Avez-vous pensé faire autre chose ou si d'emblée, c'était comme on dit en anglais, c'était un no-brainer, on ne réfléchit pas puis c'est sûr qu'on y va? Il n'y a jamais eu de pression de la part de mon père ou de ma mère de prendre la relève. Mais j'avais un bac en administration. L'administration m'intéressait, le contact avec les gens aussi, parce que tu rencontres différentes personnes dans différents milieux. Et cette partie-là était intéressante. Puis j'ai commencé aussi par le travail d'été. Et ça m'a intéressé. Fait que j'ai pris la relève à partir de là. Donc, il n'y a pas eu de grand questionnement pour vous. C'était comme assez clair que votre place au niveau professionnel était dans l'entreprise familiale. Non. J'ai travaillé dans le cinéma avec mon père aussi. Et puis, un peu comme lui, sur le tard, j'ai fondé une nouvelle entreprise qui est un peu reliée à l'assurance, et dans des valves d'eau qui coupent l'eau des maisons. Fait que c'est un peu connexe à l'assurance. Bon. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait que votre père, Jean-Marcel, s'est retrouvé avec Robert Blanchard à gérer, entre autres, les cinémas Boîte à films, Capitole, puis après ça, évidemment, l'âge aidant, vous vous êtes joint un peu au groupe. Qu'est-ce qui fait que votre famille s'est intéressée à la gestion des cinémas, qui n'a aucun lien, dans le fond, avec la compagnie d'assurance? Non, c'est Robert Blanchard et Jean-Marcel étaient des amis. Et à un moment donné, je pense que le cinéma Cartier sur la rue Saint-Jacques était à vendre. Et puis, de base, étaient des cinéphiles. Et ont aimé, ils ont fait l'acquisition du cinéma. Ensuite, ils ont été au Festival de Cannes. Ils aimaient beaucoup ce milieu-là. Et quand vous-même, vous avez joint l'entreprise, quelles étaient vos visées à l'époque? On a même construit le Capitole, qui est encore là aujourd'hui, qui a été rénové et agrandi. Là. Oui. Il y a eu un moment donné où est-ce qu'il y a eu une remise en question. En fait, on a eu des actionnaires qui étaient Odéon. Ils avaient regardé pour nous racheter. Et c'est après le décès de mon père qu'on a finalement vendu le cinéma à eux. Parce qu'ils regardaient pour aller dans le quartier où est-ce qu'il y a le cinéma Gouzeau actuellement. Exact. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'ils deviennent compétiteurs au Capitole, mais il reste que ça nous avait été offert en premier de déménager le cinéma, puis nos co-actionnaires ne voulaient pas s'en aller dans ce coin-là. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui? Parce que, Gouzeau a fini par ouvrir. Là. Bon, c'était un peu compliqué, puis il y a eu la pandémie au travers de ça. Et à la surprise de tous, Odéon a décidé de maintenir son installation à Saint-Jean, de même la rénover avec des fauteuils de style Lazy Boy, si on veut. Êtes-vous quand même surpris de cette décision-là ou heureux de voir que l'opération cinéma continue dans le centre-ville? Bien, je suis heureux que c'est resté dans le centre-ville. La raison pour laquelle ils n'ont pas déménagé sur le bord de l'autoroute 35, c'est qu'ils voulaient
ne pas s'approcher du 10-30 où est-ce qu'ils sont présents. Ils ne voulaient pas amener aussi des frais fixes très élevés comme Gouzeau va avoir, sûrement qu'ils payent déjà depuis 2 ans, depuis le début de la pandémie. Fait que c'était leur décision, puis je pense qu'ils ont fait une bonne décision. D'ailleurs, on vous a senti aussi à plusieurs occasions, soit d'émettre des opinions ou de prendre des positions à l'égard du centre-ville, à l'égard du vieux Saint-Jean. Oui. Vous êtes de ces vieilles familles dont je suis, dont vous êtes, qui avaient un attachement avec le centre-ville. Centre-ville dont on se dit qu'il va toujours finir par s'améliorer, puis il s'améliore, c'est juste long ou extrêmement long. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui du centre-ville de Saint-Jean ou de ce qu'il va devenir dans les prochaines années avec les rénovations promises? Le tiers de notre temps, on est dans Normandie, mais le 2 tiers a été dans le Vieux-Saint-Jean, sur la rue Champlain, près du garage de votre paternelle. J'ai trouvé ça triste, comme vous avez dit, extrêmement long. C'est les gens, Joanne, Isabelle, Jean-Mathieu, ils ont été pris en otage pendant toutes ces années. Puis toutes les décisions jusqu'à maintenant, mettons qu'il y avait 2 choix, puis ils prenaient tout le temps le mauvais choix, à mon sens. C'est mon opinion personnelle. Puis c'est comme s'ils avaient mis 30, 40 millions de nos taxes, de vos taxes et des miennes, puis qu'ils avaient mis dans la rivière. À quelque part, il y a eu des mauvaises décisions, des mauvaises dépenses, mais l'enfouissement des fils, l'entrée sud, l'entrée nord, il y a tellement de choses que les sens uniques qui me font choquer. Mais il reste qu'en bout de ligne, le pont est beau, il est croche, il n'est pas à bonne place, mais il est beau. C'était le prix à payer pour faire des travaux en même temps que l'autre était là à côté. C'est ça. Moi, j'aurais regardé l'autre faire une piste cyclable, je l'aurais mis sur la 9e avenue, mais c'était un choix qui a été fait dans le temps. Qu'on doit respecter à quelque part, mais ça va finir par être beau. Revenons aux assurances, parce que là, vous êtes la 3e génération. 2 de vos 3 enfants sont déjà dans l'entreprise, qui donc est la 4e génération. Bessette s'est beaucoup grossi au fil des ans. En fait, beaucoup de compagnies d'assurance font des services financiers aujourd'hui, ont acheté des compétiteurs plus petits et aujourd'hui, vous êtes devenus des gros joueurs. Bref, l'industrie, quand même, s'est beaucoup transformée, si on veut. Oui. Au point de vue des assureurs aussi, il y a beaucoup moins de compagnies d'assurance, beaucoup de fusions, beaucoup d'acquisitions. Nous regardons encore pour faire des acquisitions. Si je me compare avec les 40 cabinets qui sont plus gros en volume que moi, la plupart ont démarré après moi, mais ils ont fait plus d'acquisitions puis ils voulaient s'étendre à la grandeur de la province, ce qui n'était pas notre choix. Mais pour vous, quand même, grossir par acquisition, c'était un peu ce que vous souhaitiez? Ou aviez-vous même pensé vendre ou faire l'inverse? Ou pour vous, non, il fallait rester proprio puis en acheter d'autres pour se maintenir dans l'industrie? C'était pas le but de vendre. On n'avait pas... La gestion interne était correcte. On n'avait pas de faiblesse dans l'équipe de vente non plus. Fait que tu vends pour faire un coup d'argent. Mais quand c'est une entreprise familiale, puis tu es là depuis 60 ans, à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, tu veux amener les rênes plus loin, tu veux amener l'entreprise à un autre niveau. Ça allait peut-être 10 fois plus gros que quand je suis arrivé au bureau. Mais vous avez une question qui s'en venait, vous? Non, ça va. Mais là, dans le fond, on est rendu à quoi? Vous avez 20 000 familles d'assurés chez Bessette. C'est un chiffre d'affaires de 20 millions par année. Vous avez des services financiers. C'est rendu c'est gros, là. Oui, les services financiers, on n'avait pas parlé, là, mais on a à peu près 100 millions d'actifs sous gestion. Des gens qui passent par nous pour faire leur placement. Fait que ça va, ce côté-là va très bien. Autant ça représente à peu près 25 de nos revenus, la partie services financiers. Quand même. Ouais. En quoi la pandémie, le télétravail, la COVID, en quoi ça vient changer vos affaires chez vous, pour aujourd'hui ou pour plus tard, là, même? Tout ce qui est numérique, tout ce qui est technologie, les 98 premières années n'ont jamais été à ce niveau des 2 dernières années. Tout le monde est en télétravail actuellement. Tout le monde travaille avec des lignes IP. Ils ont leur ordinateur, peuvent venir à la maison, venir au bureau, aller travailler à la maison, sans aucun problème. Et ça va bien. Et ça va bien. La performance est très bonne aussi. Sauf que c'est l'employé qui décide s'il travaille de la maison ou s'il travaille... Oui, mais dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça se peut que le meilleur candidat disponible ne soit pas physiquement à Saint-Jean. Effectivement. Mais c'est pas grave. Non. Vous pouvez l'embaucher pareil. Oui.
Ça, c'est la nouvelle réalité. Dernière question, puis on l'a vu souvent dans l'actualité, études à l'appui. Déjà, de passer de la première à la deuxième génération, c'est une chose. De passer de la 2 à la 3, de la 3 à la 4, il y a très, 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 très peu d'entreprises qui survivent à ça et où ça se passe bien. C'est quoi le secret pour que ces transitions-là d'une génération à l'autre puissent perdurer et être aussi efficaces? Je pense que c'est le respect des générations. Quand il y a le passage de génération à une autre, mon père a dit c'est ton entreprise, fais-en ce que tu veux, mais parle-moi-en avant. En fait, c'est un peu ce que j'ai avec mes enfants, c'est que je donne du lousse, comme on peut dire, Okay. puis ils arrivent avec des idées qui peuvent être différentes de ce que j'ai. C'est pas de se confronter. C'est ça le secret, c'est de respecter les idées des autres, puis qu'eux aussi respectent les idées du patriarche, dans le sens qu'il n'est pas fou non plus pour avoir amené l'entreprise jusqu'à ce niveau-là. Et c'était la même chose avec mes parents puis mon oncle. Là, bon, puis votre père, Jean-Marcel, est quand même resté impliqué. Bon, il était peut-être retraité ou semi-retraité, mais bref, il n'était jamais très, très loin. Est-ce que vous-même prévoyez-vous une réelle retraite avec la switch à off pour Rosalie et Jordi, ou si vous restez quand même pas trop loin? Ils vous écoutent, là? Oui, je sais, puis ils savent la réponse. OK, ils savent. Et c'est quoi la réponse? En fait, mon Élise Delorme, Yolande Saint-Gelin, Chantal Fontaine, c'est tous des employés qui viennent de prendre la retraite, Yolande dans 2 semaines, et qui étaient plus âgés que moi. Fait que moi, je dis toujours, je viens d'avoir ma permanence. Fait que c'est... Mon père est resté venu au bureau jusqu'à 82 ans. Je peux encore y aller. J'ai du plaisir à faire ce que j'ai. C'est d'avoir du plaisir à quelque part. Et puis, je peux être là encore une vingtaine d'années sans aucun problème. Là. Le message est lancé. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est actuellement en appel de candidature pour trouver un artiste qui va soumettre une œuvre pour une murale qu'on pourrait faire sous le pont Gouin, sur les murs bétonnés. Donc, si vous avez des idées, vous pouvez contacter la Ville. Entre-temps, commentaires, suggestions, très facile. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.